essayer ceci. Je propose aux personnes peut-être de prendre place pour ne pas rester. Est-ce que vous m'entendez? Oui, parfait. Il y a encore la place dans les places normales ici au centre. Vous serez plus à l'aise que si vous restez debout, je crois. Puis ça me permet aussi de voir si tout est bien prêt. Alors pendant que ce petit transfert se fait, je voudrais d'abord remercier les organisateurs de cette journée de leur invitation à parler d'un sujet qui m'est très cher, effectivement, depuis un certain nombre d'années. Je suis enseignant de statistique d'abord, et l'histoire est venue s'ajouter en quelque sorte au fil du temps et est devenue de plus en plus important dans ma démarche. Alors mon objectif ici, c'est d'essayer de vous montrer comment je pense que l'histoire peut aider l'enseignant, à quelque niveau que ce soit d'ailleurs, d'attirer l'attention et de motiver les différents élèves ou étudiants que l'on a devant soi. On s'aperçoit effectivement que le temps évoluant, les critères qui permettent à l'étudiant d'être attentif ou d'être intéressé évoluent fortement dans le temps. Et je me suis aperçu que quand je leur racontais des histoires, eh bien, de temps en temps, ils avaient l'air intéressés. Et donc, je vais me proposer pendant l'heure qui vient de vous raconter quelques histoires. Alors, non pas de manière débridée, il y a bien entendu un fil conducteur, et c'est ça que j'aimerais bien essayer de vous présenter dans cette introduction. Comment fait-on pour enseigner la statistique? Alors, je tiens tout de suite à vous dire un point essentiel que vous avez déjà entendu un certain nombre de fois, mais qui pour moi est fondamental. Je vais vous parler de statistiques au singulier et non pas de statistiques au pluriel. Les statistiques au pluriel, c'est ce qui concerne la production des données, la production des éléments numériques qui vont servir de base à l'analyse. Et la statistique, c'est toute la méthodologie, toute la façon d'aborder ces données, de les traiter, de les interpréter et de les utiliser. Alors, dans un cours de statistique, tout à fait traditionnel, quel que soit le niveau, on a l'habitude de présenter ce qui est la base même du traitement statistique, c'est-à-dire le concept de données, c'est-à-dire de l'information numérique, et puis un certain nombre de valeurs typiques, d'indicateurs, qui ont pour objectif de résumer ou de présenter le contenu de cette information numérique. Alors, je vais me centrer sur quelque chose qui est universel dans tous les enseignements, la moyenne arithmétique. Pourquoi est-ce que je vais vous parler essentiellement de la moyenne arithmétique? Parce que je n'ai qu'une heure devant moi. Vous parlez de la moyenne arithmétique, vous allez voir, je peux vous en parler beaucoup plus longtemps que pendant une heure. Donc ça me permet de me centrer vraiment sur un certain nombre d'histoires très spécifiques. Et puis me rappelant mon parcours personnel, je me suis dit, mais quelles sont les différentes méthodes traditionnelles ou non de l'enseignement à la statistique? Alors j'ai commencé comme tout le monde par avoir des enseignants qui me disaient, la moyenne arithmétique, voilà ce que c'est, j'ai une série d'observations, je le note x1, x2, xn, x étant la variable, et la moyenne arithmétique, x bar, c'est la somme des xi divisé par n. Je me suis vite aperçu qu'avec certains étudiants, il fallait mieux mettre ce qu'était la somme parce que le sigma était quelque chose qu'ils ne connaissaient pas. Et quand vous avez mis cette expression linéaire, vous utilisez vos connaissances en linéarité pour donner toutes les propriétés que l'on peut donner, propriétés mathématiques, que l'on peut donner à la moyenne. S'ensuit un exemple pour illustrer le phénomène, comment on calcule une moyenne, et puis la leçon est finie, on passe au paragraphe suivant. Je dois avouer que lorsque j'ai commencé à enseigner la statistique, et que je me suis rappelé tous les enseignements que moi j'avais reçus en faculté des sciences, eh bien, je me suis rendu compte que je n'avais jamais utilisé une donnée pour appliquer la notion de moyenne arithmétique. Tout était purement théorique à l'époque. Vous avez ensuite la méthode progressive. Alors, toujours avec le même concept, la méthode progressive consiste à essayer de susciter de la part des élèves un exemple. Alors, moi, j'en ai pris un que j'ai déjà utilisé à un certain nombre
nombre de fois, mais qui est très facile. Quelle est la quantité d'argent de poche que vous recevez chaque semaine, par exemple? Alors déjà, ça va poser des problèmes, parce que vous devez savoir si vous allez intégrer ou pas ceux qui ne reçoivent rien du tout. Mais une fois que vous avez tranché ce problème, vous leur demandez de mettre sur un bout de papier la quantité qu'ils reçoivent traditionnellement. Vous prenez les papiers et puis vous indiquez toutes les valeurs observées en les mettant de la plus petite à la plus grande pour éviter qu'on connaisse celui qui vous a donné l'information. Et puis vous leur faites calculer la moyenne arithmétique. Ils vont prendre leur petite calculette, ils vont le faire aux 11 observations, c'est pas mal, et vous vous annoncez clairement, monsieur, nous avons une moyenne de 30 €, 90, 91. Et vous aurez ainsi le résultat obtenu. Alors, bien entendu, l'exemple que je vous ai donné ici est un exemple en or, parce que c'est un piège dans toutes les dimensions. Il recèle d'énormes lacunes du point de vue de l'application de la moyenne, mais on n'a pas toujours la chance d'avoir malheureusement des exemples aussi extrêmes que celui-là. J'y reviendrai un peu plus tard. Quand vous avez fait ça, eh bien, vous essayez d'exprimer ça par une formule, si ça marche bien, et puis vous passez au paragraphe suivant. C'est une méthode qui marche relativement bien, qui est progressive, qui vous permet d'arriver à un intérêt peut-être plus intense que dans le premier temps. Et puis vous avez la méthode nouvelle. J'avoue, je caricature un petit peu, mais on n'est parfois pas loin de là. Le professeur envoie un fichier de données sur la tablette des élèves, il leur donne le logiciel qu'il utilise lui-même, et il dit à vous d'apprendre à faire de même pour obtenir la moyenne. Débrouillez-vous. Je vais vous aider un petit peu pendant la séance, et s'il vous reste 1 ou 2 minutes, peut-être que là, on va exprimer le résultat par une formule. Alors c'est vrai que ça utilise des logiciels, c'est vrai que ça utilise des moyens techniques. Malheureusement, très souvent, ça ne donne pas très clairement une capacité de calculer et surtout d'interpréter correctement une moyenne arithmétique. Et là aussi, on passe au paragraphe suivant. Eh bien, moi, je vous propose de faire un petit examen du type de questions que l'on peut avoir quand vous utilisez ces différents types de méthodes. Alors, si vous utilisez la première méthode, le type de question que vous avez, c'est quoi le lien dans la formule? Ça, c'est le genre de question qui est loin du concept de moyenne arithmétique. Quand je fais la deuxième, la question devient plus intéressante. Qu'est-ce que je fais avec la moyenne? De toute façon, moi-même ne donne jamais d'argent de poche, donc je ne sais pas si je suis concerné. Le troisième, c'est comment on fait pour sélectionner les données dans le fichier. Très souvent, l'élève arrive à la fin de la séance, il n'a même pas encore pu mettre convenablement les données dans son Excel. Par contre, des questions aussi fondamentales que à quoi ça sert, comment on l'interprète, est-ce que c'est toujours utile? On peut faire un exercice, monsieur, parce que je n'ai pas compris comment ça marchait. Ça, ce sont des questions qui, malheureusement, deviennent de plus en plus rares. Eh bien, je crois qu'avec l'histoire des données et l'histoire de la statistique, peut-être que certaines réticences de la part des élèves vont être levées. Mais bien entendu, pour pouvoir utiliser cet outil, il faut en posséder les éléments de base. Et c'est la raison pour laquelle, notamment au sein de la SNDS, et avec l'aide de Catherine, nous avons fait des propositions. D'abord sous forme d'articles, puis sous forme de 2 ouvrages, dont ceci est le dernier en titre qui est sorti il y a 15 jours, qui s'appelle « Histoire des données numériques », qui est paru chez DP Science. J'ai un exemplaire ici, si quelqu'un veut le consulter. C'est l'exemplaire de Philippe, mais je suppose qu'il permettra de le consulter. Et nous avions fait la même chose il y a 2 ans avec un livre publié chez Technique qui s'appelle « Les nombres au quotidien, leur histoire, leur usage », qui est beaucoup plus destiné à des enseignants ou à des chercheurs, ceci étant beaucoup plus grand public, destiné à toute personne qui est intéressée par l'usage des données numériques. Et c'est de cet ouvrage ici que je vais sortir un certain nombre d'histoires que je vais vous raconter. Alors, si vous voulez bien, on va faire un petit retour dans le temps. Et comme toute histoire qui commence, il était une fois. Il était une fois une donnée. Les premières données, c'était des traits dans des grottes, sur des bouts de bois,
qui se mettaient les uns à côté des autres. Et puis quand, il y a à peu près 3000 ans avant notre ère, on a inventé l'écriture, eh bien ces petits traits ont changé de forme. Ce sont devenus des clous, ce sont devenus des chevrons, en utilisant l'écriture cunéiforme, et ce sont devenus des nombres. Et à partir du moment où vous avez eu les nombres, ben vous aviez la porte ouverte pour les données numériques. Si je regarde l'échelle des temps que vous avez ici, j'ai l'habitude de diviser cette échelle en 4 périodes, de longueur très inégale, vous allez voir. La première va de moins 3000 à 1600. Donc on va jusqu'au XVIe siècle, y compris. Le XVIIe et le XVIIIe, ce sera la période numéro 2. La période numéro 3, c'est le XIXe. Et puis à partir du XXe, vous avez la dernière. Quel est l'intérêt de faire ce genre de division? Eh bien, l'intérêt, c'est d'essayer de classer dans chacune des périodes, de mettre en avant dans chacune des périodes les caractéristiques principales du type de données que l'on avait à examiner. Si vous vous portez avant le XVIIe, jusqu'au XVIe, il y a manifestement 3 grandes catégories de données qui ont été produites. Il y a d'abord ce qu'on appelle des données démographiques. Données démographiques, c'est définir des catégories sociales et puis les dénombrer. Combien il y a d'hommes, combien il y a de femmes, combien il y a d'enfants, combien il y a d'animaux dans la cour, combien il y a de ceci, de cela. Ça, c'est du dénombrement, et le dénombrement a été un des premiers types de données que l'on a rencontrés. Deuxième type de données, ce sont des données économiques ou commerciales. Il fallait produire un certain nombre d'éléments qui permettent de faire du commerce, de vendre, d'acheter. Et toutes ces données commerciales ont donné lieu à un concept nouveau qui va se retrouver dans la 3e catégorie aussi, celle qui concerne l'astronomie, c'est le concept de mesure. Le dénombrement est un type d'information, de production de données très spécifique. La mesure est un autre problème qui va devenir terriblement délicat dans un certain nombre de circonstances. Et on ne mesure pas les données économiques et commerciales comme on mesure des données astronomiques ou des données géodésiques. Ces données, elles se sont avérées relativement et rapidement nécessaires. Parce que sans données, qu'est-ce qu'on peut faire? Sans données, on ne peut qu'imaginer. Imaginer ce qui se passe en observant qualitativement ce qui se passe autour de nous. C'est ce qui a été fait quand on a inventé la façon dont notre système solaire se comportait. Quand on aimait à proposer que la Terre était le centre du monde et que les astres tournaient autour, c'était l'observation toute naturelle dans l'Antiquité, puisque l'observateur était au centre de ces observations. Et quand Copernic est arrivé bien plus tard avec sa proposition de mettre le Soleil au milieu, eh bien vous aviez un autre modèle qui se basait non pas sur un examen systématique de données, mais quand même qui va reposer sur un certain nombre d'informations obtenues entre eux. Sans données, on modélise. On propose un modèle, c'est-à-dire une image de la représentation réelle, une représentation purement virtuelle, mais qui peut être une explication à la manière de procéder. On avait donc besoin de données. Et pour avoir ces données, il fallait nécessairement observer, mesurer. Et c'est ce qui a été fait pendant cette première période, avec au départ des instruments de mesure très sommaires, qui heureusement, à un certain moment, vont devenir de plus en plus performants. Et ces données vont présenter ou vont donner lieu à des questionnements de tout genre. Parce que pour pouvoir récolter des données qui soient des données comparables, il faut satisfaire, comme on dit maintenant, à certaines conditions, à certains protocoles expérimentaux.
il est difficile parfois de comparer deux observations obtenues dans des conditions expérimentales très distinctes. Et donc la question qui s'est vite posée, quand on a commencé à essayer d'observer les données et à les comparer, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on a plusieurs données d'un même phénomène. Quand on n'a qu'une seule donnée, c'est le monde idéal. Vous n'avez qu'une seule observation, vous considérez que c'est la certitude et vous allez l'utiliser telle qu'elle. Et c'est une tendance qui va perdurer jusqu'au XVIe siècle. Jusqu'au XVIe siècle, malgré tout ce que je vais vous raconter, vous allez avoir toujours des adeptes de dire ce que je veux, c'est la bonne observation. C'est pas toutes les mauvaises, donc je veux celle qui est la bonne, celle qui me dit la vérité. Et celle-là, on va essayer de la rechercher pendant des siècles et des siècles, et ça va poser bien sûr un certain nombre de problèmes. Ça, c'est la première période, qui va déboucher sur une deuxième période où là, on va brutalement accélérer le processus. On dénombre toujours, ou je dirais même plus, on dénombre à nouveau. Parce que pendant le Moyen-Âge, le dénombrement n'était pas une opération très dynamique. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on va mesurer de plus en plus. Et pourquoi va-t-on mesurer de plus en plus? Parce que les instruments de mesure vont devenir de plus en plus performants. On va commencer à avoir un certain nombre de progrès énormes en termes de procédures de mesure, qui sont essentiellement des distances et des angles. On commence à quantifier, mais pas encore beaucoup, c'est encore la mesure qui est envisagée. Petit détail, quelle est la différence entre la mesure et la quantification? La mesure, c'est ce qui résulte de l'utilisation d'un instrument de mesure. La quantification demande d'abord ce que Desrosiers rappelait une convention, c'est-à-dire il faut convenir